Merci Élise, bonsoir à tous. Et si l'animal était un homme comme les autres? Cette idée vous paraît farfelue, philosophique, un peu lointaine? Eh bien, elle est en tout cas un projet de société pour un certain nombre d'activistes qui n'hésitent plus à attaquer des boucheries. Aujourd'hui, beaucoup de défenseurs des animaux estiment qu'à minima, il faut prendre en compte la souffrance animale. Oui, mais jusqu'où faut-il aller? Où placer le curseur? Touche pas à mes bêtes, c'est le thème de ce nouveau numéro de Complément d'enquête. Pas du vol ce que vous êtes en train de faire. Non, on est en train de sauver des villes. Voilà, c'est pas du vol, c'est pas des marchandises. C'est pour ici, les 30, les 50. Je passe ma vie dans les champs, je passe ma vie dans les bois. Je tire ou je tire pas, mais ma vie c'est la nature, c'est le... Oui, je suis un peu ému en disant ça parce que on est tellement mal compris. Alors on vient de l'entendre, il y a bien des manières d'aborder cette question entre ceux qui basculent dans la violence ou encore ces chasseurs qui se disent plus grands écologistes de France. Ils ont pourtant eu la peau de Nicolas Hulot, dont on dit souvent qu'il est le plus grand défenseur de l'écologie en France. Alors, à l'occasion de cette grande journée de protection des animaux, eh bien, on s'est installé ici à la ferme de Paris, au milieu des moutons, et on sera tout à l'heure aussi avec des canards ou des oies. Savez-vous qu'en France, l'animal le plus répandu est le chat? Il y en a environ 13 millions. Eh bien, on vous emmènera en Australie, où là-bas, on a un tout autre avis sur les chats, parce qu'on sait qu'ils menacent l'équilibre de la faune. Ces petits prédateurs déséquilibrent complètement la population animale, et le gouvernement s'est engagé dans une gigantesque chasse aux chats sauvages. Mais commençons d'abord cette émission par ces activistes véganes, ceux qui libèrent des poules comme on libérerait des prisonniers politiques. Vous connaissez sans doute dans votre entourage des végétariens, des végétaliens. Eh bien, ceux que l'on est allé rencontrer sont encore plus radicaux. Pas de quartier pour les bouchers. C'est une enquête de Laure Paulet, Annie Triboire et Pierre-Louis Devet. Tag de ci, tag de cela, tu vois, personne ne dit rien, tout le monde suit les moutons, voilà, les tous les droits. Ce soir, ils s'apprêtent à mener leur 17e mission commando. Une opération illégale. Pourtant, ces militants n'ont pas peur de montrer leur visage. Les pâtes, elles sont al dente, tu vois. Ce qu'il y a dedans, on s'en fout, mais en tout cas, les pâtes, c'est plus important. Un plat de spaghettis avant de passer à l'action. La bolognaise est faite avec du hachis végétal. Ils sont véganes, mais ne supportent plus qu'on les appelle ainsi. Ah oui, moi je m'identifie pas du tout à la communauté végane. Je suis pas fière d'être végane, je revendique pas, je suis végane, je mange comme ci, comme ça. Non. En fait, nous, on est antispécistes. En fait, c'est qu'on fait aucune différence entre la vie humaine et la vie animale, quoi, là. Même si malgré nous, des animaux, mais humains, on fait pas de différence entre les animaux, on va dire, et les humains. Voilà. Quand on dit qu'on est antispéciste, c'est parce qu'on dit qu'on mène une lutte politique. Quand on est végane, c'est juste un choix alimentaire que l'on fait. Voilà la grande différence. Tiffaine et Ceylan ont créé ce groupe d'activistes antispécistes il y a 2 ans. Ras-le-bol de la cause animale gentille et bien rangée. Leur modus operandi, pénétrer de nuit dans des abattoirs pour, disent-ils, sauver des animaux. Des actions qui s'apparentent à du vol de bestiaux. C'est quoi ça? C'est pour cacher les plaques d'immatriculation le temps de l'action. Ce soir, vous savez ce que vous risquez? Oui, là je sors justement d'une condamnation la semaine dernière pour un blocage d'abattoir. J'ai pris 3 000 € d'amende, plus 1 000 € en dédommagement à l'abattoir pour préjudice à l'image. Ça, vous allez payer J'ai fait appel. Bah oui, j'assume après jusqu'au bout. Je vais pas les payer tout de suite comme ça, mais si je dois payer, je payerai un petit peu tous les mois et puis je continuerai les actions. En France, on peut s'arrêter. Ils sont juristes, guides conférenciers ou infirmières, prêts à tous les sacrifices pour leur cause. Vous portez des chaussures en cuir? Alors non, c'est des Doc Martens véganes. Donc elles sont, c'est pas du cuir, c'est des matières synthétiques. C'est parti. Les 2 leaders, Tiffaine et Ceylan, sont déjà sous le coup de 2 peines de prison avec sursis. Pour contourner la loi française, ils ciblent dorénavant des abattoirs à l'étranger.
Des opérations minutieusement préparées. À proximité de leur cible, une vingtaine d'autres militants les rejoignent pour un brief en forêt, tout feu éteint. Bonsoir tout le monde, on va juste répéter un petit peu le déroulement de l'action comme on fait d'habitude. L'avantage de cet abattoir-là, c'est qu'il n'y a aucun obstacle. Une fois qu'on arrive sur place, tout le monde descend de la voiture. Hein. Voilà, ça va durer à peine 3 minutes, donc de toute façon, vous laissez la voiture ouverte, ça pose pas de soucis. Une fois que vous avez vos animaux, vous savez, vous retournez à la voiture, vous chargez, vous montez dans la voiture, vous attendez votre conducteur et vous partez. On ne s'attend pas et vous allez le plus vite possible de l'autre côté de la frontière. Le commissariat de police, il n'est pas bien loin, donc il doit être environ à 8 minutes. Donc raison de plus d'être vraiment opérationnel et on fait les choses vite et bien et puis c'est bon. Hein. Et on repart tranquille, hein. Et puis c'est tout. Hein. Vos plaques, c'est OK? Oui. Tous? Oui. Eh ben nickel. C'est bon? Cette nuit, ils visent un abattoir de volailles au milieu d'une zone industrielle. Allez. Dans ces cages, des poulets qui seront tués dans quelques heures. Allez, vite, 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 vite. Les activistes veulent en sauver 80 de l'abattage. J'ai ça. Comment ça, là? Chacun a son rôle défini à l'avance. Il y a ceux qui ouvrent les cages et sortent les poules. Et ceux qui portent les cartons vers les voitures. Viens. Viens, mon viens. Est-ce que c'est pas du vol ce que vous êtes en train de faire? Non, on est en train de sauver des villes. Voilà, c'est pas du vol, c'est pas des marchandises. C'est pour ici, les 30, les 50. Là. Dans le droit français, un tel vol est puni de peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans s'il est commis en réunion ou avec des dégradations. Doucement, allez. Doucement. Allez vite, s'il vous plaît. Allez, mettez vite le GPS là. Vite, allez. Le groupe est resté moins de 5 minutes sur place, avant de repartir à toute allure jusqu'à la frontière. Et une fois que vous avez franchi la frontière, en fait, vous êtes soulagé, c'est ça? Oui. Oui, parce que voilà, on va pas se mentir. C'est sûr que même si l'alerte est donnée, bon, voilà, ça reste pour les autorités. Hein, que des poules, donc bien évidemment ils vont pas non plus déployer un énorme dispositif de sécurité, mais n'empêche qu'ils peuvent chercher à nous arrêter avant qu'on ait quitté le pays. Donc c'est important pour nous de passer tout simplement la frontière pour être quand même un petit peu plus en sécurité et pouvoir mieux disposer aussi les animaux dans la voiture, que le trajet soit pas trop pénible pour eux. À l'époque c'était là, tu vois, la frontière. C'était ici. Là, théoriquement, on ne risque plus rien, voilà. Il ne risque plus rien. De retour en France, les poulets seront répartis dans différents refuges, où ils pourront vivre au grand air et mourir de leur belle mort. Nous ne verrons pas ces lieux, car ceux qui recueillent ces animaux risquent des poursuites pour recel de vol. Vous vous dites que c'est de la politique, mais beaucoup pensent que c'est de la délinquance. Ben non, on l'envisage pas comme ça. La loi spéciste l'envisagerait comme ça, mais comme il fut un temps, elle pensait que les personnes de couleur n'avaient pas d'âme, que les personnes de couleur étaient des biens. Et ben aujourd'hui, elle pense que les animaux sont des biens. Peut-être que demain, ça changera, et on l'espère. En tout cas, il faut des gens qui défrichent ces sujets-là, donc il faut de l'action directe pour ça. Allez, on y va maintenant, hein. Allez. On les prenait pour des doudingues. Voilà qu'ils se radicalisent. Les autorités parlent de véganes extrémistes. Eux disent mener une révolution au nom des animaux. Veaux, vaches, cochons ne seraient pas que des bêtes, mais des êtres sensibles dont la vie doit être respectée. À coup d'opération commando, Suspension de séance, s'il vous plaît. l'antispécisme est en train de faire irruption sur la scène médiatique. Et là, un gros tag en rouge, écrit non au spécisme. Vous n'avez rien à foutre devant ma boutique, là, d'accord? Alors barrez-vous avec votre bordel. Barrez-vous avec votre bordel, ça va mal finir. Qui sont ces militants prêts à se mettre hors la loi pour faire avancer leur cause? Nous sommes quoi? Antispécistes. Quelles sont leurs stratégies, leurs objectifs?
Complément d'enquête sur ces activistes pour qui la libération animale, c'est maintenant, sans attendre le jour où les poules auront des dents. Dans le nord, la ville de Lille est devenue l'épicentre de cette crispation animaliste. Depuis près de 2 ans, les commerçants du coin sont devenus la cible de mystérieuses attaques la nuit. Alors, ça nous fera 16,38 €. Comme cette boucherie en mai dernier. Alors on s'est fait attaquer tout là, à coups de pierre, donc tout cassé. La façade derrière aussi. Là, il y a marqué stop au spécisme. Donc ça, c'est la vitrine qui est là. On voit le tag, donc stop au spécisme. Je lisais sur internet, mais c'est bon, les bouchers qu'ils arrêtent d'en faire un cinéma, on leur a juste cassé leur vitrine, leur assurance, ça va prendre en compte. Ouais, leur assurance, ça va prendre en compte, oui. Elle m'a remboursé mes dégâts, elle m'a remboursé ma vitrine. Mais les pertes financières, etc., qui sont après les autres jours, non. Les clients qui en ont peur de venir, etc. Il y a des clients qui ont peur, non? Bien sûr qu'il y a des clients qui ont peur. Comment vous le savez? Parce que les gens partent. 3 jours plus tard, quelques rues plus loin, c'est cette poissonnerie qui est vandalisée. Même méthode, même revendication. Depuis, la poissonnière se barricade. J'aurais jamais pensé devoir mettre des volets contre les véganes. Laurent Rigaud est le porte-parole des commerces de proximité dans la région. En ce moment, ce boucher de profession passe la majeure partie de son temps à alerter médias et autorités sur ces véganes radicaux. Moi, j'ai trouvé la responsable en pleurs. Il fallait expliquer aux apprentis quand ils arrivaient de ce qui se passait. Enfin, il faut le vivre. Hein. Quelques mois après, on peut en parler comme ça. Mais sur le coup, on avait un nœud au ventre. Hein. On avait un nœud au ventre, hein, je vous assure. Pour lui, l'enjeu va bien au-delà de quelques carreaux cassés. Bonjour. Bonjour. Très bien. Ce jeune restaurateur, spécialisé en burgers de canard, a lui aussi été attaqué en juin. Il a pu capter une image de ses agresseurs. Donc là, vous voyez, il y a les... Ils sont en train de casser, c'est une caméra qui est dans le restaurant. Ils sont combien de personnes? Ils sont 2. Ça dure combien de temps? 10 secondes. C'est assez rapide de casser une vitrine. C'est un tout petit groupe qui crée la psychose. Mais la profession prend cette menace très au sérieux. Ils veulent nous voir disparaître et ils ne s'arrêtent pas au boucher. Ce n'est pas le bien-être animal qui les intéresse. C'est un pan de l'économie qui a toujours existé. Et eux, ils disent, nous, on estime qu'il faut les rayer de la carte. Et donc, l'économie agricole, les éleveurs, la production agricole, les artisans, les commerçants de proximité, tout ça, on raye. Allez, bon courage. Laurent Rigaud a dénombré 16 attaques en 16 mois dans la métropole lilloise. Il a alerté le préfet, le dossier est monté jusqu'au ministre de l'Intérieur, mais la police a bien du mal à dénicher les coupables. La nuit, tous les chats sont gris. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui terrorisez tous les bouchers lillois? Terroriser, c'est un grand mot. L'un d'entre eux a accepté de nous rencontrer, avec d'infinies précautions pour protéger son anonymat. S'il réalise cette interview, c'est parce qu'il ne veut pas être considéré comme un délinquant, mais comme un activiste politique. On demande à ce que les animaux ne soient plus utilisés comme des ressources. On veut que l'État qui gère tout ce système repense la chose. On veut l'amener à réfléchir à ce sujet-là et on montre qu'on peut aller jusque-là pour qu'il le fasse. Donc en fait, vous vous adressez plus à l'État qu'au boucher? On s'adresse effectivement plus à l'État qu'au boucher. Le boucher, malheureusement, se sent attaqué personnellement. Et il l'est. Il fait partie de nos cibles. C'est pas la seule cible, c'est un symbole, mais c'est aussi un ennemi. C'est-à-dire que c'est un commerce qui profite de la mort d'animaux pour gagner de l'argent. Est-ce que vous vous posez des limites? Il n'y a pas vraiment de limite, non. Mais évidemment, on ne s'attaquerait jamais à un individu. Donc les bouchers n'ont rien à craindre de notre part. Ce qui est visé, c'est le matériel aujourd'hui. En commençant dans la violence, vous risquez, vous mettez la main dans un engrenage. La violence appelle la violence. Notre violence à nous a effectivement été appelée par une violence. C'est aujourd'hui la violence qu'on fait subir aux animaux. J'espère qu'aucun antispéciste n'aura dans l'intention d'atteindre l'intégrité d'une personne. Quand on lui demande d'où lui est venue cette idée de vandaliser des boucheries, il cite les suffragettes qui, en 1912, cassaient les vitrines de Londres pour obtenir le droit de vote.
L'action violente en faveur des droits des animaux rappelle aussi d'autres souvenirs anglais plus récents. Entre 1974 et 1986, l'ALF, Front de libération des animaux, multiplia les incendies de laboratoire et les exfiltrations d'animaux cobayes. Son leader, Ronnie Lee, a passé 10 années de sa vie en prison. Que pense-t-il de ces casseurs qui, à Lille, reprennent le flambeau 30 ans après? Dans la banlieue de Birmingham, l'ancien fauteur de troubles tient aujourd'hui un café vegan, très paisible. Vous avez entendu parler de ces événements en France? Ah oui, ces gens-là, je vois. Oui, j'en ai entendu parler. Vous savez, ici, il y a eu beaucoup d'actions de ce type. Mais aujourd'hui, en Angleterre, on utilise d'autres méthodes pour combattre le spécisme. Vous voulez dire que vous avez renoncé à l'action directe? Oui. En fait, je ne dirais pas que je suis opposé à ce mode d'action. Je pense même que l'action directe a permis d'éviter beaucoup de souffrances animales à l'époque. Mais maintenant, j'en suis sûr, la meilleure méthode pour sauver les animaux, c'est d'éduquer les gens pour qu'ils deviennent véganes. Parce que vous pouvez toujours forcer une boucherie à fermer. Ça ne sauve aucun animal. Les clients iront dans une autre boucherie ou au supermarché. Aujourd'hui, cet ancien radical est doux comme un agneau, préférant les dégustations de tofu aux actions coup de poing. En France, au contraire, des dizaines de militants véganes sont en train de prendre le chemin inverse. Mais quelle mouche les a piqués? À Lille, au mois d'août dernier, sur le campus de la fac, des taggeurs antispécistes ont été arrêtés en pleine nuit. Parmi eux, Annick, 54 ans, retraitée de la fonction publique, qui jusqu'ici passait ses dimanches à tracter gentiment pour le droit des animaux. Le pochoir est là, donc on le maintient parce que c'est grand, donc c'est un seul pochoir, donc on met du scotch et puis avec une bombe, on comble le vide des lettres. On déscotche et au revoir. Ça prend combien de temps? Peu de temps, 30 secondes. Vous étiez du genre tagueur quand vous étiez jeune? Jamais. J'ai jamais tagué quoi que ce soit, mais pour les animaux, je trouve qu'il y a urgence. Pour elle, le déclic, ce fut le débat sur la loi alimentation en février dernier, dont elle attendait beaucoup plus. Par mon âge, c'est vrai que c'est peut-être étonnant d'en arriver là, jamais tagué. Mais bon, cette histoire d'amendements qui ont tous été rejetés, moi, ça m'a fait monter la moutarde m'a monté au nez. Interdiction de la castration à vif des porcs, bannissement du broyage des poussins ou contrôle vidéo dans les abattoirs. La loi promettait des avancées très attendues dans le milieu vegan, mais les députés ont finalement voté contre. Il manque le U, le I. Voilà, j'ai pas eu le temps d'aller de reproduire tout le message. Vous savez, Annick, que ça, c'est interdit. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi là, il y a vraiment quelque chose qui est si grave, même si c'est pas légal, je reconnais. Et pourquoi on continue à faire souffrir et à exploiter autant d'êtres vivants. Voilà. Pour ces tags, Annick va devoir réaliser 35 heures de travaux d'intérêt général. Elle dit ne rien regretter. Mais le message passe-t-il auprès du grand public? Alizée, 25 ans, est animatrice en centre de loisirs le jour. La nuit, elle s'introduit dans des élevages pour relever des preuves de ce qu'elle appelle un zoocide. Alizée et Vincent ont récupéré ce bébé porc dans une poubelle. Il était sûrement trop faible, trop chétif pour être rentable. Donc il a été claqué, soit au sol, soit contre un mur. Et comment vous savez que c'est ce qui lui est arrivé? Là, c'est bleu. Il a un gros hématome. Et de toute façon, on sait pertinemment que c'est la pratique utilisée par les éleveurs porcins pour les éliminer. Donc là, on l'a gardé parce que on va raconter son histoire. En ce samedi de septembre, leur collectif organise des happenings devant les boucheries de toute la France.
Une opération médiatique à la mise en scène calibrée, provocante, au plus près des commerçants qu'ils veulent déranger. Non mais je vais te toucher. Vous avez rien à foutre devant ma boutique là, d'accord? Alors barrez-vous avec votre bordel. Barrez-vous avec votre bordel, ça va mal finir. La tension monte très vite et les réactions sont plutôt hostiles. L'abruti là, de véganes de merde. Qu'est-ce qu'ils vous font chier les véganes là, hein? Mais Vincent et Alizé l'assument. Comme pour le vol de poules ou les caillassages de boucherie, le but n'est pas de plaire, mais d'imposer un rapport de force. Aujourd'hui, l'activisme animaliste est absolument pas au niveau de ce qu'il devrait être. Et je pense que c'est spécifiquement pour ça que notre lutte n'est pas prise au sérieux. Il faut absolument le radicaliser, si c'est le mot que vous choisissez, et être beaucoup plus offensif et dans la confrontation. Loin des boucheries et des abattoirs, quelque part en France, les antispécistes créent des zones libres pour les animaux. Ici, des cochons, des vaches, des chèvres ont trouvé refuge. Il s'agit de Sacha, c'est un petit, il est plus si petit que ça. Il est arrivé au refuge Chevreau et il était destiné à la boucherie. Tiphaine et Ceylan, les leaders de 269 libérations animales, appellent ce lieu leur sanctuaire. Un avant-goût de la société qu'ils aimeraient créer. Alors ici, il y a la Jolie et déjà âgée, Sakiné qui vient d'un élevage laitier. On a Rambo qui est sorti d'un élevage de veaux en fait pour l'engraissement. À quoi ça vous sert de les garder, de les élever ces animaux? On les élève pas, on leur offre une terre en fait sur laquelle ils peuvent vivre et c'est pour nous un bonheur infini et pas que pour nous, pour tous les gens qui viennent nous voir, les activistes, etc. Parce que tout d'un coup on va à la rencontre des animaux. Une vache, vous n'en côtoierez jamais de votre vie, elles sont enfermées dans des bâtiments industriels, vous ne la verrez jamais sauf une fois qu'elle est dans votre assiette. Ici, voilà, c'est pas des steaks sur pattes, c'est des individus. L'antispécisme, c'est ça aussi, c'est aller vers un projet de société plus égalitaire. Ça découvre une toute autre relation à l'autre. Vous apprenez avec les animaux comment vous allez vous comporter avec l'autre quand il est différent. On va attendre que l'avion passe. Il y a un avion. Un rêve un peu fou. Oui. Mais Tiphaine est brusquement rattrapée par la réalité. Il arrive effectivement qu'on ait des petites visites de la police ou de la gendarmerie qui se mettent en planque. Je crois que c'est un hélicoptère, je vois pas très bien. Je sais pas ce que c'est, la gendarmerie, c'est lent. Un hélicoptère de la gendarmerie vient stationner quelques instants près du champ. Est-il là pour porter secours à un véhicule sur la route qui passe derrière? C'est l'autoroute, je pense, oui. Ou bien venu pour jeter un œil au sanctuaire? Oui, après voilà, il faut pas. Par contre, on a eu. Brusquement, il fait demi-tour. Il repart, oui, c'est bizarre. Selon une note des renseignements généraux que nous avons pu consulter, Tiphaine et Ceylan sont effectivement surveillés de très près. Comme tous ces activistes antispécistes, que les forces de l'ordre appellent la menace animaliste. Alors on vient de voir cette enquête de Laure Paulet qui pose beaucoup de questions. On sera d'ailleurs tout à l'heure avec Aurélien Barraud qui est animaliste. On sera aussi avec Jean-Pierre Digard qui lui pense que l'animalisme tue l'humanisme. Alors avant de débattre et de poser toutes ces questions, on va voir ce qui est établi par la science. On s'est installé ici à la ferme de Paris. C'est une ferme pédagogique où les enfants peuvent venir admirer ces animaux. Merci Emmanuel Puydeba d'être avec nous. Merci à vous. Dans ces fauteuils rouges. On va parler avec vous d'intelligence animale. C'est votre spécialité. Ces poules qu'on voit ici, les canards, les oies, sont des individus intelligents? Oui, ce sont des espèces intelligentes et vous avez prononcé le mot individu, c'est tout à fait ça aussi. Chaque individu a sa propre intelligence et chaque espèce aussi.
Mais pour qu'on comprenne bien, par exemple, ces animaux qui sont autour de nous, ils sont conscients de quoi? Ils nous voient? Ils savent qu'ils passent à la télévision, par exemple? Ça, je ne suis pas sûre qu'ils savent qu'ils passent à complément d'enquête. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que, bien sûr, ils ont une compréhension de leur milieu, ils ont une compréhension des relations sociales qu'ils peuvent avoir entre eux, ils ont une compréhension de plein de tâches. On sait que les poules, par exemple, ont des très bonnes capacités d'apprentissage. Donc oui, ils ont conscience de beaucoup de choses, hein, évidemment. Vous me parliez des moutons tout à l'heure qui ont une... Oui. Ouais. Il a été montré récemment que les moutons savaient reconnaître le portrait d'Obama parmi... Sérieusement? Ah oui, sérieusement. C'est-à-dire, comment on fait, par exemple? C'est-à-dire qu'on les entraîne à avoir une récompense quand ils reconnaissent le portrait d'Obama, et ce qui fait qu'à la fin, on se rend compte qu'ils sont capables d'avoir des reconnaissances faciales extrêmement précises, et on ne peut pas les piéger. C'est-à-dire qu'ils savent très très bien reconnaître le portrait d'Obama parmi plein d'autres portraits d'individus connus ou pas. Et j'ai appris en lisant votre livre que les mollusques avaient aussi une intelligence. Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est... Alors là, comment on fait pour l'évaluer? Pareil, on va regarder soit dans leur milieu naturel comment est-ce qu'ils vont s'adapter à des changements rapides, ou alors on peut s'amuser, entre guillemets, à créer des tests, des expériences pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Et chez les invertébrés, on parlait des mollusques, chez les céphalopodes, par exemple chez les poulpes, on sait qu'ils sont capables d'utiliser des outils pour se protéger de certains prédateurs. Alors il y a un exemple qui est récent et qui est célèbre parce qu'il y a eu une transmission de ce comportement dans le groupe, où vous avez un poulpe qui utilise 2 demi-noix de coco, il s'enferme dedans pour se protéger, et quand il veut se déplacer, il met les 2 demi-noix de coco l'une dans l'autre, et il se promène avec sa noix de coco, il transporte son outil. Ça aussi, on pensait que le transport de l'outil c'était quelque chose de typiquement humain, mais pas du tout. Le transport de l'outil existe chez plein d'espèces, et quand il veut se reprotéger, il s'arrête et il s'enferme dedans. Parce que ça, c'est un des critères, je crois, de la définition de l'intelligence, c'est cette capacité à pouvoir tenir quelque chose dans sa main ou à transporter, c'est ça? Oui, ça fait disons partie des critères. manipuler, transporter son outil, mais il y en a plein d'autres. Hein. Vous avez la mémorisation, la navigation, comment se déplacer dans son milieu. Il y a une découverte qui a été faite, là aussi j'aime bien, chez une fourmi, la fourmi du Sahara, qui est capable de se déplacer pendant 600 mètres. Vous imaginez la distance que c'est, 600 mètres pour une petite fourmi. Oui. Elle va zigzaguer pour trouver sa nourriture, et pour rentrer à la colonie, elle va prendre une trajectoire rectiligne, elle va prendre un raccourci. Alors, signe que le monde change et que le regard de l'homme aussi change vis-à-vis de l'animal. On va voir quelques images d'une chimpanzé qui a 19 ans, je crois. Un juge en Argentine a décidé en fait de la libérer. Elle était dans un zoo. C'est la première décision du genre parce que en Argentine, on estime qu'elle avait le même droit que nous pourrions avoir nous-mêmes. Alors, est-ce que c'est le genre de décision à laquelle il va falloir s'habituer? Alors s'habituer, je pense qu'on n'en est pas encore à s'habituer à ce genre de décision. Moi, ce sur quoi je travaille vraiment au quotidien, c'est sur le bien-être animal. Alors nous, en conditions de laboratoire et aussi dans les parcs zoologiques, je travaille beaucoup dans les parcs zoologiques. Et ce à quoi il va falloir s'habituer, j'espère, c'est améliorer vraiment les enrichissements au quotidien qu'on peut avoir et qu'on peut adapter à chaque espèce justement captive pour leur rendre les journées un petit peu moins difficiles. Maintenant, libérer des chimpanzés ou des animaux des zoos, je pense qu'on n'en est pas encore à s'habituer à ça. D'accord, en tout cas, ça appelle une question sur le droit de l'animal. Est-ce que les animaux auraient un jour un droit? Disons que les animaux sauvages, pour l'instant, ils n'en ont aucun. Oui. Donc là, il y a quand même beaucoup de travail. On a de la visite, il y a beaucoup de En tout cas, elle a le droit de se balader pour le moment. Heureusement. Elle a encore ce droit-là. Mais oui, très clairement, il y a beaucoup à faire sur le droit des animaux. Beaucoup. On ne peut plus considérer l'animal comme un objet, c'est pas possible. Donc tout ce qui est lié à la souffrance animale, c'est insupportable. Nous, dans le milieu scientifique, au quotidien, nous, on lutte contre ça. Il faut absolument qu'il n'y ait aucune souffrance animale quand on travaille sur l'animal. En termes d'expérience, est-ce que c'est pas un mal nécessaire quand même de devoir continuer de travailler sur des animaux? C'est ce que vous faites, vous, dans votre laboratoire? Oui, clairement, ne serait-ce que pour des questions fondamentales, mais pour des questions aussi appliquées à la médecine. Il y a des modèles animaux qui sont extrêmement pertinents pour comprendre certaines pathologies, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Au laboratoire, on a des collègues qui travaillent sur cette maladie, et clairement, ça peut apporter probablement des belles possibilités pour la suite, pour justement trouver des solutions quand les humains sont atteints de cette maladie. Il y a une recherche en ce moment qui est en train d'être pratiquée. Dans notre laboratoire, par exemple, on a un élevage d'un petit primate qui s'appelle le micro
microcèbe. C'est un lémurien, un petit primate qui, en vieillissant, développe une pathologie proche de la maladie d'Alzheimer. Donc du coup, il est étudié pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il déclare cette maladie et comment est-ce qu'on peut l'aider à aller mieux malgré cette maladie. Et en fonction justement des découvertes qu'on va faire sur ce petit primate, on pourra ensuite essayer de les appliquer à l'espèce humaine. Et dans ce cas précis, on rassure les amoureux des animaux, il n'y a pas de... On ne le triture pas, on ne lui fait pas de mal, on l'observe. Disons qu'on l'observe, il y a des procédés un peu invasifs. Il faut regarder comment fonctionne son cerveau au moment où il est malade, mais on va aussi regarder comment son comportement change. Donc il y a plein d'expérimentations autour de cet animal, mais clairement, tout ce qui est lié à la douleur doit être contrôlé. Et on a au laboratoire des vétérinaires, dont une qui est justement vraiment spécialisée pour traiter la douleur. Très bien, écoutez, merci infiniment. Je rappelle donc que vous êtes directrice de recherche et que vous avez écrit ce livre sur l'intelligence animale. Merci infiniment, Emmanuelle Puydebat, d'être venue nous voir. Alors, on s'interroge souvent sur la question du rôle de l'homme vis-à-vis de l'animal. Doit-on tuer pour préserver? Doit-on laisser faire la nature? Cette question, les Australiens se la posent parce qu'ils ont un exemple concret sous les yeux. C'est la présence de ces chats sauvages qui ont totalement déséquilibré la faune. Et le gouvernement a décidé d'engager une gigantesque chasse aux chats sauvages. Il y a 2 millions de chats à tuer là-bas dans le bush australien. On vous emmène en Australie donc avec cette enquête signée Nathalie Sapena, Valérie Lucas et Max Paquereau. En Australie, certains animaux sont des emblèmes nationaux. D'autres sont considérés comme des fléaux à exterminer. Salut, moi c'est Barry. On m'appelle le Catman, le célèbre homme chat, ou tristement célèbre selon les points de vue. Un surnom et une renommée que Barry a gagné en raison des rapports singuliers qu'il entretient avec les chats. L'homme chat habite depuis 20 ans sur Kangaroo Island, au sud de l'Australie. On y est. Barry est un trappeur de chats sauvages. Ah, cette trappe est vide. Là, il y a un chat. Le fermier m'a signalé des chats sauvages dans le coin et j'ai posé ces cages. Ça peut prendre une semaine ou plus d'attraper un chat. Je dois venir vérifier tous les jours les cages. Celui-là, je vais le supprimer humainement, le plus vite possible. Sur cette île, les chats sont en sursis. Les autorités veulent tous les éradiquer d'ici 2030. Le petit chat sera exécuté d'un coup de fusil dans la tête. La faune endémique australienne disparaît à un rythme alarmant. Et le premier coupable, c'est le chat sauvage. L'Australie a déclaré la guerre aux chats. Il y en aurait 6 à 15 millions qui chassent dans le bush de cet immense pays, loin des villes et des humains. Le gouvernement a lancé un plan national pour en tuer 2 millions. Il détruit chaque année plus de 20 milliards d'animaux endémiques. Nous devons être efficaces pour éradiquer les chats sauvages. C'est une urgence écologique. En Australie, ils sont la première cause d'extinction des espèces au rythme le plus rapide de la planète. Pour les Australiens, le chat est une vermine, un nuisible. Ils sont très vicieux, très destructeurs. Ils font peur en fait. Les chats sont arrivés par la mer il y a 200 ans avec les bateaux des colons anglais.
Ils ont vite envahi ce territoire grand comme 12 fois la France et fait un carnage. Il en arrivait tellement que les animaux ont été dévorés en très peu de temps. Ça, c'est le repas d'un jour. Un seul chat mange tous ces animaux en un jour. Le chat, ennemi public numéro 1. Il n'y a pas si longtemps, le bush australien grouillait de vie. Des millions de mammifères de toute taille y sautillaient, jour et nuit. Aujourd'hui, il ne reste que des kangourous sur cette terre devenue un immense cimetière de marsupiaux. Excepté derrière cette clôture anti-prédateur, dressée au milieu de nulle part. Cette barrière est impénétrable. Nous n'avons jamais eu aucun chat ni aucun autre prédateur qui a franchi cette clôture. Bienvenue à Scotia, la plus grande réserve sans chat d'Australie. Felicity Letellier en est la scientifique en chef. Josh, son compagnon, s'occupe des aspects matériels. La clôture est sa priorité numéro 1. La barrière ici fait 1,80 m. C'est la hauteur standard pour une barrière anti-prédateur. Vous voyez aussi ces fils ici? Eh bien, ce sont des fils électriques. Si un animal essaye malgré tout de grimper, on peut être sûr qu'il n'essaiera pas deux fois. Mais le plus important, c'est le bas. Si vous regardez bien, le grillage s'étend jusque-là. C'est pour empêcher les animaux de creuser des tunnels en dessous. Tous les 2 jours, Josh inspecte les 56 km de clôture à la recherche du moindre petit accroc. Aussi longtemps qu'il y aura des chats et des renards dans le paysage qui continuent leur ravage, il n'y a qu'une seule façon d'assurer à 100% la survie de nos mammifères australiens, en créant des sanctuaires, comme ici, à Scotia. Il faut compter 1 à 2 millions d'euros pour la construction d'un tel sanctuaire, plus 500 000 euros de budget annuel. L'investissement est lourd pour l'Australie, qui compte une vingtaine de ces enclos, financés par des fonds publics ou privés, comme ici, et qui projette d'en construire encore beaucoup d'autres. Pour constater les résultats de l'absence de chats à Scotia, il faut attendre la nuit. Et partir avec une torche à la rencontre de ces marsupiaux en voie d'extinction. Nous cherchons un mouvement, des yeux qui brillent. Là, il y a un wallaby bridé à queue cornée. Derrière les buissons, un mini kangourou de 4 à 6 kilos, un festin pour les gros chats. On a longtemps cru que cette espèce avait disparu. Aujourd'hui, 85% de la population totale est ici, à Scotia. Un peu plus loin, un bétong, un petit marsupial qui lui aussi ne doit sa survie qu'aux barrières électrifiées. Voir ces animaux qui courent partout, c'est tellement gratifiant. On sait qu'on fait vraiment quelque chose pour la faune australienne, en les protégeant contre les chats. Voilà un mala, le lièvre wallaby. Rares sont les Australiens qui savent que ça existe ou qui ont eu la chance d'en voir un. Les chats les chassent? Ils ne connaissent pas les chats, car ils n'ont pas évolué avec eux, donc ils ne les considèrent pas comme un prédateur. Les chats ont eu un effet catastrophique sur la vie sauvage, et ça continue. Ils doivent vraiment quitter le bush australien. Ils ne sont pas les bienvenus. À Scotia, en symbiose avec la nature, les chercheurs vivent et travaillent à l'intérieur de la zone protégée. Les chats sauvages sont très mal connus. Pour mieux comprendre leur comportement, les scientifiques de Scotia en ont capturé une vingtaine
et les ont équipés de colliers GPS. Pour la première fois, leurs déplacements ont pu être enregistrés. Ce que nous avons découvert est incroyable et effrayant aussi. Scotia, c'est ce petit carré. Nous pouvons voir que de nombreux chats restent autour de Scotia. Mais quelques-uns parcourent des distances importantes. Ce chat noir ici a fait plus de 160 km en quelques jours depuis le point où il a été capturé. Cela souligne vraiment le fait qu'il faut éliminer les chats sur tout le territoire de l'Australie. En fait, ça ne suffit pas de contrôler nos abords immédiats. Nous devons mieux connaître ces chats pour mieux les détruire. Face à ce tueur en série, l'Australie a sonné la mobilisation générale. Scientifiques, gouvernements, autorités locales, mais aussi chaque citoyen est appelé à prendre sa part dans cette guerre contre les chats. Retour à Kangaroo Island, chez Barry, le plus chevronné des trappeurs de chats. Entièrement bénévole, un obligeant retraité qui rend service à sa communauté. Le petit chat a été exécuté, il va maintenant le peser et le noter dans son carnet de chasse. Comment vous sentez-vous? Comme quelqu'un qui a fait du bon boulot. Je l'ai fait tellement de fois que je ne ressens plus rien. Barry en est à son 1441e chat. Voici ma petite maison. Les gens viennent la visiter. Le trappeur de chats est une célébrité locale et il a l'art de la mise en scène. What is it? C'est mon œuvre d'art et mon manifeste. Les chats mangent beaucoup d'oiseaux, beaucoup. Je suis un défenseur de la nature autodidacte. Je ne fais pas que les compter, je m'en débarrasse. Celui-là, c'est le plus lourd, 7,3 kg. Avant de prendre sa retraite, Barry travaillait dans un abattoir. J'ai gardé la famille réunie, une mère et ses chatons. Barry assure n'avoir rien contre les chats, ni haine, ni obsession. Et là, nous avons Kitty. Il reste assis dans le coin, c'est un vilain. Mais il est pratique. Vous êtes très créatif. Ça me vient tout seul. Et parfois, il réussit même à vendre ses œuvres aux curieux qui visitent son antre. Une 30aine d'euros la peau. Elles sont thérapeutiques pour l'arthrose. J'en ai vendu quelques-unes à des gens qui en souffrent. Manifestement, ça marche. Dans ce pays, les activités de Barry ne choquent personne, au contraire. Il a même été officiellement récompensé pour services rendus. Voici le prix que j'ai reçu de la part du Conseil des ressources naturelles qui gère les nuisibles. Personne remarquable, ça veut dire que je ne suis pas lié à eux, mais que je les ai sacrément aidés. Barry vit sur une île de 4400 km² où les autorités ont décidé d'aller plus loin que les injonctions nationales. Ils veulent se débarrasser de tous les chats d'ici 2030. Y compris les chats de compagnie. Le plan est largement soutenu par les habitants, plutôt adeptes des chiens. Mais il désespère Anne Christie, maîtresse de 3 chats orientaux. Comme de nombreux propriétaires de chats, elle a aménagé ce qu'on appelle en Australie un catio, un patio hermétiquement clos par de solides filets. Ils peuvent voir les oiseaux. Certains oiseaux peuvent s'approcher de très près. Nous avons des petits roitelets. Ils voient les abeilles. Parfois même, quand ils sont très chanceux, ils peuvent voir un petit lézard sur le sol. Ce que nous avons fait ici, c'est un paradis pour chats. Nous savons qu'ils sont en sécurité. Les voisins n'ont pas à craindre que nos chats sortent et détruisent des oiseaux.
et ils peuvent profiter de la faune. Un bien étrange paradis, dans cette île devenue un enfer pour les chats et pour leurs maîtres. Quand elle s'est installée il y a 3 ans, Anne-Christie a subi des moqueries, des réflexions désobligeantes, un climat oppressant. Je suis terrifiée à l'idée qu'un de mes chats s'échappe. Et il y a tant de gens qui haïssent les chats et qui ont des pièges. Je crois que si un de mes chats partait, je ne le reverrai plus. Les gens se sentent autorisés à faire ce qu'ils veulent avec eux, car il n'y a aucun respect pour les chats. Les gens font ce qu'ils croient nécessaire et c'est cruel. Juste de la cruauté. Anne respecte scrupuleusement les règles drastiques imposées sur l'île aux détenteurs de chats. Les rares sorties au soleil qu'elle leur autorise, c'est avec une laisse. Pour elle, le plan prévoyant la fin des chats domestiques va beaucoup trop loin. C'est dégoûtant. Si on peut prouver qu'on fait les choses correctement, avoir un catio, un chat enregistré, stérilisé et avec une puce, les autorités ne devraient pas nous empêcher d'avoir un chat de compagnie. Moi, je ne suis vraiment pas chien. Les chats sont toute ma vie. Regardez, ils mangent de l'herbe. Sans mes chats, je serais perdue. Mais la voix des défenseurs des chats pèse peu face à l'urgence écologique. Pour atteindre l'objectif national d'abattre 2 millions de chats, les trappes et les chasses ne suffisent pas. L'Australie doit développer des pièges plus sophistiqués. On va s'arrêter là. Le félixeur est juste au coin. John Reed est un spécialiste des écosystèmes, sans doute l'un des meilleurs connaisseurs de la faune australienne. Il fonde de grands espoirs sur l'ingénieux robot anti-chat qu'il a inventé. C'est une sorte de radar qui imite les cris des chats et projette du poison. Alors, voici le félixeur. Jetons un œil. Ah, bonne nouvelle. Il a tiré. Il va falloir vérifier si c'est un chat. C'est peut-être celui qu'on traque depuis longtemps. Première étape, attirer le chat devant la machine. Alors là, c'était une chatte en chaleur. Mais nous avons aussi des cris de lapins, d'oiseaux. Le chat qui rôde dans le coin vient voir. Il n'a plus qu'à marcher devant. Et là, on peut la voir. Allez, c'est parti. Démonstration avec un carton de la taille d'un félin et du faux poison. Oh, il m'a eu. Mais ça va. Alors voilà l'impact. Ça ne fait pas mal. Le chat va ressentir une petite claque. Il saura qu'il a quelque chose, il va s'enfuir et il va se lécher pour l'enlever. 1 à 2 heures après, le poison va commencer à agir et le chat va perdre son énergie. Il s'endort et meurt. Une mort paisible, assure l'inventeur. Le félixeur est même capable de ne cibler que les chats afin d'éviter les victimes collatérales. Pourquoi ne tire-t-il pas sur le chien ? Là, le chien est allongé. Il bloque le capteur du bas. Pour qu'un tir se déclenche, l'animal ne doit pas toucher le capteur du haut, ni celui du bas. Le félixeur enregistre toute son activité sur une clé USB, photo à l'appui. Alors, voyons ce qu'on a là-dedans. La vérification ne prend que quelques instants. Quelqu'un qui marche, ça c'est moi, ça n'a pas tiré. Un petit oiseau. Ah, une souris sauteuse. Une souris endémique avec une longue queue qui saute comme un mini kangourou. Là, je cherche la photo du tir. Regardez ça. C'est le chat à pattes blanches, celui que je traque depuis des mois. J'ai mis plein de cages et jamais il n'est rentré dedans. Là, il était très malin. Mais le félixeur est plus malin que lui. Bravo!
Voilà! Et un chat de moins. Une satisfaction pour John Reed, qui a fait de ce bush sa réserve naturelle privée. 46 000 hectares, acquis il y a 15 ans en Australie méridionale pour une bouchée de pain. C'est la région d'Australie la plus infestée de chats sauvages. Ils peuvent être partout. Dans ce genre de paysage, il y en a en moyenne 1 ou 2 par kilomètre carré. Il y a donc sans doute 500 chats qui vivent chez nous. La maison la plus proche est à 20 km et n'a pas de chat non plus. Donc, il n'y a que des chats sauvages qui se nourrissent de notre faune. John a construit sa maison comme un poste avancé dans la guerre contre les chats. Il y élève ses 3 filles avec son épouse Catherine, elle aussi une scientifique renommée. Mais malgré tous leurs efforts, les Australiens peuvent-ils raisonnablement espérer venir à bout de ces millions de chats? John et Catherine ont beau y consacrer leur vie, ils ne se font guère d'illusions. C'est un travail sans fin. D'un côté, 2 millions de chats, ça ne veut rien dire. Vous pouvez en tuer 2 millions et 2 autres millions vont arriver. Et en plus, dans ces 2 millions, tous ne sont pas forcément problématiques. Mais d'un autre côté, c'est un bon moyen de sensibiliser les gens aux problèmes des chats sauvages. Le vrai but, c'est de réduire la prédation des chats. Mais il y a plein de façons de le faire. Nous essayons d'autres méthodes, comme apprendre aux proies à éviter les chats et à vivre avec eux. Ça permet de réduire le nombre de chats à tuer. En fait, il ne s'agit pas de tuer tous les chats, mais d'être plus stratégique et de cibler les chats qui vont faire le plus de dégâts. L'infatigable John Reed continue à sillonner son pays-continent pour installer des félixeurs partout où on le réclame. Ok, alors on va le mettre là où on a vu les traces de chats. Oui, ça me paraît très bien. L'Australie, elle, investit sur des stratégies à long terme, comme des recherches sur des chats génétiquement modifiés, qui ne feraient que des chatons mâles, l'extinction assurée de l'espèce en quelques générations. En attendant, pour sauver sa faune exceptionnelle, le pays se hérisse de clôtures. Voilà pour cette enquête de Nathalie Sapena dans le bush australien. On est toujours ici à la ferme de Paris, mais cette fois-ci avec vous, Aurélien Barraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animaliste, vous vous présentez comme tel. À l'origine, je précise que vous êtes astrophysicien, vous vous intéressez à plein de choses et en particulier à la cause animale. Ça veut dire quoi, animaliste ? Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais disons que j'aime la vie en général. Et la vie, c'est bien sûr l'humanité, mais c'est également l'animalité. Et on a, je crois, un peu trop tendance à l'oublier en ce moment. Alors, est-ce que vous défendez l'idée que les animaux sont l'égal de l'homme ? Ah, mais l'égal, c'est un concept extrêmement complexe. Moi, je crois simplement que la vie, elle doit être pensée en elle-même. Il n'y a pas lieu de créer des hiérarchisations arbitraires. On sait aujourd'hui que les animaux nous ressemblent, qu'ils pensent comme nous, qu'ils désirent comme nous, qu'ils souffrent surtout comme nous, qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, une conscience. Mais peut-être n'était-il pas même nécessaire de savoir qu'ils nous ressemblent pour commencer à les aimer. Je crois que nous reproduisons finalement avec les animaux les vieilles erreurs qui ont été les nôtres à l'époque colonialiste avec les peuplades indigènes que nous avons si longtemps méprisés avant de comprendre bien sûr que nous sommes finalement de la même tribu, de la tribu des vivants. Alors, on va revenir là-dessus juste après. Mais d'abord, une réaction sur ce reportage qu'on vient de voir, cette enquête en Australie. Vous réagissez comment ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai trouvé qu'il était quand même un peu terrible de présenter ce chat comme ennemi public numéro 1. Vous savez, il y a une espèce extraordinairement singulière dans toute l'histoire de notre vieille planète, de plus de 4 milliards d'années de présence de vie sur Terre. Il y a une espèce qui représente 0,01% des vivants, mais qui était à l'origine de 80% des morts depuis la naissance de la civilisation. Et évidemment, c'est l'espèce humaine. C'est l'espèce humaine qui est le super prédateur avec un impact absolument drastique, sans précédent, littéralement monstrueux sur son environnement. Donc bien sûr, il peut y avoir des problèmes avec ces chats. On voit d'ailleurs que ce sont évidemment les hommes qui les ont importés, qui ont joué à l'apprenti sorcier. Mais le véritable problème global, celui pour lequel je crois il faut aujourd'hui être obnubilé, cette baisse de la biodiversité, cette disparition des espèces, des populations animales, cet étiolement de la vie sur Terre,
Voilà les grands chantiers. Alors on a vu au début de cette émission les radicaux végans ou véganes qui n'hésitent plus aujourd'hui à passer à l'action en libérant des poules comme on libérerait des prisonniers politiques. Vous les comprenez? Vous êtes d'accord avec ces actions? Alors là encore, je pense que c'est très important. À titre individuel, je peux condamner ces actions. Elles sont parfois illégales, parfois violentes envers d'autres humains. Je ne les soutiens pas. Voilà, que ce soit clair. Pour autant, c'est quand même un peu gênant de présenter cette violence-là qui est absolument épisodique, qui est microscopique par rapport à l'immensité de la violence envers les animaux qui est quand même celle qui doit être aujourd'hui combattue. N'oublions pas quand même qu'il y a une construction du ressenti de violence. Vous savez, jusqu'en 2008, Nelson Mandela était sur la liste noire des terroristes du gouvernement américain. Et puis un jour, on a compris que les luttes, parfois dures, qu'il soutenait, étaient en réalité pour une cause tellement importante qu'elles étaient légitimes. Donc je crois qu'il faut quand même aujourd'hui se focaliser sur cette violence absolument inouïe que sont ces 100 milliards d'animaux qui sont abattus dans des conditions absolument inacceptables, mais surtout ce qui est encore pire, avant la mort donnée, ils n'ont pas de vie. La plupart n'ont pas de vie. Nous les avons réifiés, nous en avons fait des machines. Vous savez qu'en France, 80% des poules ne verront jamais la lumière du jour. 99% des lapins ne sortiront jamais du clapier. Ce geste de bondir, c'est ce pourquoi leur corps est fait, ils ne pourront pas le faire une seule fois. Ça, c'est un crime contre la vie, contre l'essence même de la vie. Et c'est vers ça, je crois, qu'il faut tourner nos regards. Bon, le parallèle avec Nelson Mandela est peut-être un petit peu osé quand même. Mais il est osé, non pas au sens où les combats seraient les mêmes, ils ne le sont pas, ils sont radicalement différents, mais au sens où le ressenti de la violence, je crois qu'il faut s'interroger sur celui-ci. C'est pas quelque chose, me semble-t-il, qui est objectif, mais qui est dépendant d'un contexte culturel. Est-ce qu'au fond, vous considérez que la vie animale vaut la vie de l'homme? Je ne peux pas véritablement évaluer la qualité d'une vie. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas dire qui mérite d'exister. Ce que je sais, me semble-t-il, c'est qu'il est vraisemblablement incorrect d'évaluer la valeur d'une vie à sa proximité avec l'homme. Moi, bien sûr, j'ai plus d'affection pour mes enfants que pour les petits-enfants d'Afrique, mais pour autant, je sais que la valeur intrinsèque de mes enfants n'est pas supérieure. Je suis attaché à eux parce que ce sont les miens, mais leur valeur en tant que telle n'est évidemment pas supérieure à celle de n'importe quel autre enfant du monde. Alors bien sûr, je peux avoir plus de proximité avec un chat ou un chien qui est dans mon environnement qu'avec une fourmi ou un éléphant, mais je crois qu'il faut s'extraire de ce colonialisme intellectuel, essayer de penser la valeur de la vie pour elle-même et pas seulement en relation avec ce qu'elle m'apporte. Alors on va prendre l'exemple de l'Inde qui compte 30% de végétariens. Les animaux sont tellement sacrés là-bas que les hommes ne peuvent pas vraiment travailler, à tel point que dans certains endroits, on voit des singes bloquer une cage d'escalier, on voit des vaches qui interviennent dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Enfin, je veux dire, est-ce que si demain la France était comme cela, ce serait vivable pour nous tous? Oui, mais vous savez, dans toute posture, il y a ce qu'on peut appeler une réduction à l'absurde. C'est-à-dire que n'importe quelle démarche intellectuelle peut être poussée à un point où elle devient intenable. Mais actuellement, nous sommes tellement infiniment loin de cet état. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que les populations animales sont en train de s'effondrer. La vie est en train de disparaître de la Terre. Vous savez qu'en France, par exemple, en Europe, on a perdu 400 millions d'oiseaux dans les dernières décennies. 80% des insectes volants ont disparu d'Allemagne. Donc on est tellement loin de cette situation où des animaux viendraient entraver notre liberté que je crois que c'est presque un peu indécent de se demander aujourd'hui si ce problème va survenir. Alors j'imagine que vous n'aimez pas trop les chasseurs en France, vous n'êtes pas tellement chasse, non? Oui, bien sûr, je ne chasse pas et j'ai pas beaucoup de plaisir, mais là encore, ça serait un peu trop simple de désigner un unique bouc émissaire. Alors vous n'êtes pas le seul, puisque une majorité de Français aujourd'hui n'apprécient pas beaucoup les chasseurs en France, surtout depuis la démission de Nicolas Hulot, qui, comme on le dit et souvent, est l'écologiste préféré des Français. Alors nous, on est parti enquêter sur le pouvoir d'influence de ces chasseurs qui, vous allez le voir, va loin et influence parfois directement votre quotidien. C'est une enquête d'Alexandra Collineau, Baptiste Lègle pour Bangoumi Productions. Une matinée de septembre, dans la campagne de l'Oise. Nous sommes chez un amoureux de la nature qui se présente comme l'ami des bêtes. Ça, c'est votre fusil de chasse à gros gibier, comme on dit, c'est ça? Oui, c'est une carabine pour tirer instinctivement. Guy Arlédo-Fauve est chasseur depuis l'enfance.
Il se prépare à une battue au sanglier. Alors ça c'est quoi? La trompe pour signaler début, fin de battue, les animaux sortis, la mort si c'est tué. Ça c'est mes munitions, c'est du 8,57 GRS. Ma dague, de manière à achever éventuellement un animal. Les matins de chasse comme ça, c'est un vrai plaisir pour vous? Oui, c'est en même temps un plaisir et en même temps un peu de stress parce que là, on tire à balles. Problème de sécurité, il y a chasse sanglier, on ne sait jamais comment ça se termine. Ce matin, ce retraité a rendez-vous avec une vingtaine de camarades pour tuer les sangliers qui détruisent un champ de maïs. Une battue autorisée par le préfet, où les chasseurs ont le beau rôle, celui de réguler la biodiversité. Guy est le patron de la Fédération de l'Oise. Ici, on l'appelle Monsieur le Président. Salut Bernard. Ça va, Président? Il va bien? Ça va bien. Bonne forme? Oui. C'est le Président Bernard. Oui, monsieur. Donc, les consignes de tir sont simples. On tire tous les sangliers. Et les personnes qui auront le bonheur de prélever sont priées de rester pour donner un coup de main à ramasser leurs animaux. Le bonheur de prélever, une façon poétique de dire tuer. Dans la chasse moderne, il y a des mots qui ne se disent plus. Tuer, pour moi, c'est un petit peu un manque de respect, parce qu'un animal, on le prélève, c'est qu'on a déjà la chance de pouvoir le tirer. Quand on dit tuer, c'est un peu cru. Ouais. Allez, vas-y. Au signal de Guy, les rabatteurs s'enfoncent dans les maïs en rang serré. Leurs chiens doivent pousser les sangliers à sortir. Il se passe quoi là dans le champ? Il faut qu'ils descendent jusqu'au bout et ils vont revenir vers nous avec les chiens. Ils font battue contre battue. Postés autour du champ, les chasseurs sont prêts à dégainer à la vue du gibier. 3 heures d'attente. Et soudain... Bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. 2 coups sans trembler. Et la bête de 80 kilos est tombée. Elle n'est pas si grosse que ça. Hein. La première balle, elle est là. Une balle de coffre qui est bien placée d'ailleurs dans la région du cœur. Et comme elle continue, la seconde balle est en pleine tête. En France, ce sont les fédérations de chasseurs qui indemnisent les agriculteurs dont les champs ont été ravagés par les sangliers. La facture est lourde, 60 millions d'euros par an. Du coup, ils ont intérêt à en tuer le plus possible. Bravo. Fin de la battue. Il y a un coup à boire? Vous avez amené du pâté de sanglier? Non. Mais l'opération séduction continue pour ces chasseurs en mal d'amour. Je passe ma vie dans les champs, je passe ma vie dans les bois. Je tire ou je tire pas, hein, mais ma vie, c'est la nature, c'est le... Oui, je suis un peu ému en disant ça parce que on est tellement mal compris, tellement... Les chasseurs ont mauvaise réputation. Très mauvaise réputation. On a un peu marre d'être caricaturé comme on l'est. Franchement, on ne le mérite pas, ça. Alors on a des défauts. Bien sûr, chez nous, il y a certainement des abrutis. Pourquoi voulez-vous qu'il n'y en ait pas, d'ailleurs? Il faut savoir gérer les nuisibles, il faut savoir gérer les sangliers, il faut savoir gérer les bécasses, il faut savoir tout gérer. Dans le monde de la chasse, si vous voulez, nous sommes les premiers, comment dirais-je, écolos, on va dire ça comme ça. Les chasseurs, premiers écologistes de France. C'est le message qu'ils martèlent depuis cet été avec ces affiches placardées dans les grandes villes et un clip diffusé sur les réseaux sociaux. Une lumière rasante, des biches et un chamois heureux de gambader dans la montagne. Pas un seul fusil. Les chasseurs ressemblent à des scientifiques au service de la nature. Le tout sur une musique de film épique qui vous colle des frissons. Nous avons comparé cette vidéo à celle de France Nature Environnement qui fédère des associations écolos. Elles se ressemblent à s'y méprendre.
Oui, alors moi, si je suis un lapin, déjà, à la fin du clip, j'adhère à la Fédération des chasseurs, donc c'est quand même bien fait. Ils ont pris tous les codes des ONG pro-environnement, ils ont repris tous les codes des écologistes. On a presque l'impression qu'ils vont nous demander de l'argent à la fin en nous disant « pour protéger la nature, donnez-nous des sous ». On voit juste le chien, mais on voit jamais de fusil, on voit jamais de sang, on voit jamais de mort. La mort, elle n'existe pas dans ce clip. Philippe Moreau-Chevrolet est spécialiste des stratégies de communication. C'est de la communication à la Trump, c'est-à-dire qu'on va affirmer quelque chose de totalement improbable à la limite du crédible, et plus c'est gros, plus ça passe. Vous me reprochez quelque chose qui est de ne pas aimer l'environnement, je vais vous dire, je suis plus environnementaliste, plus écologiste que vous. Ça, il n'y a pas de meilleure réponse parce que c'est tellement gonflé, c'est tellement fort, ça demande tellement de culot qu'en fait, on est quand même un peu scotché. L'intention est claire. Faire de la chasse une activité acceptable pour l'opinion publique et pour les politiques. Derrière cette stratégie, il y a deux hommes, deux agents d'influence. Bonjour Willy, Thierry, comment vas-tu? Tu vas bien? À gauche, Thierry Coste, l'expert en communication. Ah oui, c'est 4. Oh, les beaux mecs, c'est 4. C'est 4. Et Willy Schren, le patron de la Fédération nationale des chasseurs. Dans son bureau, des trophées et des crânes qu'on n'a pas vus dans le clip. Le carnet de chasse de Willy Schren est bien garni. Des ministres, des présidents. Willy Schren, c'est l'homme qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron. Non seulement il y a des murmures, mais en plus, ils sont compris, partagés. Donc c'est quand même un petit peu quelque chose de nouveau. Oui. On parle à quelqu'un qui comprend notre langage. Fin août, les chasseurs ont obtenu gros. La baisse du prix du permis national de 400 à 200 € et l'autorisation de chasser à nouveau dans certaines conditions des espèces comme le fuligule milouin, le grand tétras et le courlis cendré. Des décisions prises lors d'une réunion qui a fait grand bruit. On avait une réunion sur la chasse, mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste. Est-ce que vous parlez de Thierry Coste, pour être très clair? Oui, je parle de Thierry Coste, à qui j'ai dit très frontalement qu'il n'avait rien à faire là, il n'était pas invité. Vous avez l'impression d'être un peu le tondeur de l'eau, parce que c'est comme ça, du coup, qu'on vous perçoit. On a été la goutte d'eau. Ça n'a fait d'ailleurs que rassurer un certain nombre de ruraux qui se sont dit, et on le voit quand on croise des gens dans la rue, parfois ils nous disent « merci, merci de nous avoir débarrassés de Hulot ». Et pour arriver à leur fin, leur duo est bien rodé. Thierry, effectivement, a un réseau, et c'est normal, c'est son métier. Moi, j'ai beaucoup d'idées et de stratégies, et on met tout ça dans la même marmite, et on touille dans le pot un petit peu, et vous voyez un petit peu ce qu'il en sort depuis 2 ans, et je pense que c'est quelque chose d'important. Et moi, j'ai cette chance, et cet honneur, de travailler avec Willy, et d'être le Machiavel de service. Voilà, autour des grands hommes, il faut toujours un Machiavel. Un Machiavel un peu cow-boy, qui facture ses services 200 000 € par an à la Fédération nationale. Le job du lobbyiste Thierry Coste, influencer les parlementaires pour qu'ils votent des lois ou des amendements favorables aux chasseurs. Et pour ça, il s'est installé au cœur du pouvoir, rue de Varennes, tout près de Matignon et de l'Assemblée nationale. Nous le retrouvons dans son cabinet de lobbying, à la déco très personnalisée. Je suis passionné de nature, comme beaucoup de chasseurs, et donc j'apprécie aussi la capture, vous voyez, avec un appareil photo. Son coup de maître remonte à mars 2016. À l'époque, l'Assemblée nationale débat de la loi sur la biodiversité. Un amendement socialiste prévoit d'interdire des insecticides jugés responsables de la forte mortalité des abeilles, les néonicotinoïdes. Les agriculteurs sont furieux, mais contre toute attente, les chasseurs, eux, soutiennent l'interdiction. L'enjeu, il était clair, c'est qu'on voit bien la diminution de la petite faune de plaine, avec beaucoup de traitements chimiques, on tue la nourriture pour ces animaux. Donc il faut mettre un terme à tous ces produits chimiques qui tuent tout. Les députés de droite se divisent sur cet amendement. Alors Thierry Coste s'active à convaincre ceux qu'il connaît. On leur explique pourquoi il faut arrêter, donc on argumente, on les rencontre, on dialogue, et surtout, on contredit les lobbies qui frappent à leur porte, que sont le lobby agricole ou le lobby industriel. Deuxième étape, s'assurer que les députés qu'il a réussi à convaincre seront bien là au moment du vote.
Et pour cela, il fait du fichage. À chaque fois que les parlementaires se sont réunis, systématiquement, on faisait des tableaux, je fais des tableaux, sur la présence des parlementaires. En vert, les députés les plus assidus au débat. En jaune, les peut mieux faire. Et en blanc, ceux qu'on n'a pas beaucoup vus. Le lobbyiste les harcèle au téléphone pour venir voter. Celui qui a fait la balance chez LR, parce qu'il était très impliqué sur la loi en tant que telle, et donc respecté, c'était David Douillet. David Douillet, nous l'avions rencontré à l'époque au Salon de la Chasse, comme envoûté par Thierry Coste. Au-delà du métier de Thierry, j'ai aussi à côté de moi quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce que c'est un chasseur. C'est surtout et avant tout un amoureux absolu de la faune, de la flore, de la nature et de tout ce qui vit. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai confiance en lui. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Le scrutin est ouvert. Et la méthode Coste est gagnante. L'Assemblée nationale interdit les néonicotinoïdes. Votant 59, suffrage exprimé 58, majorité absolue 30, pour 30, contre 28. L'amendement est adopté. Pour charmer les parlementaires, rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. Ciel, le voilà. Ce soir, Thierry Coste dîne avec Pierre Charon, un sénateur LR, devenu ami. Pierre Charon est adhérent du groupe d'études Chasse. C'est pour ça que j'aime beaucoup Thierry. Au Sénat comme à l'Assemblée, c'est le groupe le plus important et le plus influent, avec des parlementaires de tous les partis. En être membre peut se révéler très utile. Bah même le type qui chasse pas, il est inscrit au groupe. Pourquoi? Parce que les assemblées générales de chasseurs dans les départements, c'est entre 500 et 1500 personnes. Il y a plus de monde dans les AG que dans les partis politiques. Donc, le député, il se dit, moi j'adhère au groupe chasse. Comme ça, il est invité par les chasseurs. Simplement, le jour où il vient, il faut quand même qu'il sache répondre aux questions. Et c'est là où Thierry a un rôle essentiel. Il informe. Bah, il en fait des petites notes, des petites fiches et tout, et les types passent pas pour des cons. Certains disent que j'influence, hein, mais c'est pas vrai, ça se passe comme ça. Thierry Coste tuyaute des parlementaires de tous les partis. Mais avec la droite, il est allé jusqu'à sceller un pacte électoral lors des régionales de 2015, grâce à la complicité de Pierre Charon. Il faut donner des gages. Et grâce à la connaissance de Thierry, on a passé un accord, parce qu'il y a l'amour et l'épreuve d'amour. L'amour, on s'aime. L'épreuve d'amour, c'est fais-moi élire des chasseurs au conseil régional. Et donc, on a fait élire 60 chasseurs dans toute la France, avec des noms que donnaient les fédérations de chasse, et que moi, à la commission d'investiture, je soumettais à mon parti, et de gré, parfois de force, et comme ça, ils ont été élus, et ils défendaient ensuite leur bout de gras dans les différentes régions. C'est ça, l'épreuve d'amour que moi j'ai donnée. Entre les chasseurs et les républicains, c'est donc une histoire d'amour. Dans les Hauts-de-France, c'est carrément le coup de foudre. Lors des régionales de 2015, Xavier Bertrand a non seulement pris des chasseurs sur sa liste, mais il leur a aussi promis de grandes responsabilités. Cela a fait l'objet d'un deal écrit pendant la campagne. Régional 2015. Un accord a été conclu entre Xavier Bertrand et les présidents de fédérations de chasse. Cet accord propose la présidence de la commission environnement de la région. Des chasseurs à l'environnement. N'y voyez aucune provocation. Cette commission environnement, est-ce que c'était un cadeau aux chasseurs? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Non, mais je sais bien que dans un reportage, votre reportage, ça fait bien de dire que c'est un cadeau. Certains pensent que la nature, ça sera mieux, elle s'en sortira mieux sans l'homme. Eux pensent, et ce qu'ils apportent, c'est le fait de dire c'est l'homme dans la nature, ce mariage-là est harmonieux. Je crois plutôt à cette thèse-là. Xavier Bertrand a tenu promesse. Et devinez qui est devenu président de la commission environnement? Ah, c'est là, justement, on y va. Guy, notre tueur de sangliers. Les chasseurs, premiers écologistes des Hauts-de-France. On y va, on attaque, on n'a pas beaucoup de temps. Guy gère une enveloppe de plus de 6 millions d'euros. Aujourd'hui, il prépare ses dossiers avec son équipe. Des sujets d'écologie sensibles, comme les paysages, la biodiversité ou l'eau. Là, le dossier 57 852. L'une de ces rivières est particulièrement abiotique, même très polluée. Elle reçoit les eaux d'une grande industrie et c'est vraiment assez complexe. Ah oui? Oui. Donc c'est vraiment intéressant. C'est important comme dossier, avec donc une subvention de 13 944 €. Ok.
Et le dernier dossier? Depuis 2015, il n'y a plus d'élus verts au conseil régional. Parfait. Bah, écoutez, ce sera une commission assez rapide. Je vous remercie. Avec les chasseurs, le vent a tourné. Les subventions aux associations de protection de la nature ont baissé de 40%. Celles réputées anti-chasse ont même vu leur vivre coupé. Et Guy l'assume parfaitement. À partir du moment où vous avez des gens qui veulent notre disparition, je ne vais quand même pas les financer, attendez. C'était aussi l'intérêt de prendre cette commission, c'est d'imposer. Oui, en partie, c'est pas d'imposer. Arrêter ce bashing anti-chasse qui consistait à prendre des subventions pour taper en permanence sur les chasseurs. Est-ce qu'il y a une sorte de vengeance d'une pas de vengeance. époque où, Non, à l'inverse, pas de vengeance. Non, pas de vengeance. J'ai aucune. Franchement, je n'ai aucun sentiment de vengeance. Je dis qu'à un moment de se faire taper dessus, ben, ça suffit, on réagit et on reprend le manche. Voilà. C'est ça, vous prenez le pouvoir, vous installez. Oui, c'est ça, c'est une prise de pouvoir. Oui, c'est pas une prise de pouvoir. C'est pas nous qui l'avons pris, on nous l'a donné. Hein. Les ennemis de Guy, les dangereux militants anti-chasse, les voici. Ouais, au pied de la bouée, tu as encore du gravelot. Et juste derrière, tu as trois goélands argentés. Un groupe d'ornithologues qui observent et qui comptent les oiseaux migrateurs dans la baie de Canche, près du Touquet. Comptage l'an dernier, on était à 35 000 laridés ici, hein, en plein hiver, là, en janvier. Hein. Oui. Ils représentent 3 associations de protection des animaux. Toutes ont perdu leurs subventions. On a perdu environ un peu plus de 90 000 euros pour l'année 2016. C'est-à-dire la totalité des subventions, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien touché de la région depuis leur arrivée à la tête de la région. C'est le passage finalement de 4 postes de salariés en CDI permanent à plein temps à 2 postes. Là, au Pas-de-Calais, on a perdu 11 000 euros du jour au lendemain et dans la lettre de justification, il a été avancé que nous étions une association anti-chasse. Principal point de friction avec les chasseurs, le comptage des oiseaux. C'est à partir des données de ces ornithologues que l'État détermine quelles sont les espèces en danger. L'alouette des champs sont des espèces qui sont en danger. On n'est pas au doigt mouillé et au pif, on est sur des comptages, sur un réseau qui est reconduit chaque année au même endroit, à la même date dans toute l'Europe et par des observateurs qualifiés. Ce dont rêvent les chasseurs, c'est de reprendre la main sur ces données scientifiques. Plutôt que de compter à la jumelle, ils proposent une autre solution, un radar à oiseaux. Il a été inauguré en grande pompe en avril dernier, dans la baie de Canche. Tout le monde était là, Xavier Bertrand, Willy Schren, le patron des chasseurs, et Guy Harlet-Dauphauve. La région elle a cette obligation d'être aussi un avocat de la chasse. Le radar, c'est un projet. Vous n'avez pas demandé un chèque pour avoir un chèque. Un chèque de 226 000 euros signé par la région, sur proposition de la commission environnement de Guy. Avec cet appareil, les chasseurs des Hauts-de-France espèrent assouplir les quotas de chasse. Ils assurent être objectifs. Sur leur site, il est écrit que les données du radar sont uniques et précises. Elles sont analysées par des prestataires extérieurs qualifiés, comme l'ISNEA. Cet institut est-il vraiment indépendant ? Nous nous rendons à l'adresse indiquée sur son site internet. Donc voilà où nous mène le GPS, à l'adresse du laboratoire. Bienvenue à la Maison de la Chasse et de la Nature, Fédération des chasseurs du Nord-Pas-de-Calais. Fédération des chasseurs, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je pensais joindre l'Institut scientifique qui analyse les données du radar. Mais je me suis trompée, je me suis trompée de numéro. Ah, vous faites là le numéro de la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais, là. Pourquoi le numéro et l'adresse du laboratoire ramènent à la fédération? Je comprends pas. Parce que l'ISNEA a été créé par Willy Schren, le président de la Fédération du Pas-de-Calais. Ah d'accord, donc c'est lié à la fédération. Le siège, voilà. L'homme qui chuchote à l'oreille de Macron
nous avait caché qu'il était aussi scientifique à ses heures perdues. Xavier Bertrand, qui a financé ce radar, était-il au courant d'un potentiel conflit d'intérêts entre les chasseurs et l'Institut? Il répond par une pirouette. Je connais bien Willy Schran. Ouais. C'est pas lui-même un scientifique. Pourquoi on donne le sentiment que c'est Willy Schran qui, le soir, va mettre une blouse blanche de scientifique, des grosses lunettes, et que c'est lui qui va analyser? Soyons sérieux. Non, mais ça peut étonner. On n'est pas obligé non plus, qu'on aime ou pas les chasseurs, soit de les porter au pinacle, soit de les ridiculiser. Nous rappelons Willy Schran. Il affirme qu'il est légitime. Madame, on a un agrément biodiversité pour les fédérations. Il n'y a personne qui peut remettre en cause, je dirais, nos données, puisqu'on est reconnu au même titre que, je sais pas, la LPO, au même titre que d'autres structures. Après 4 mois d'existence, les associations écologistes mettent en doute les premiers résultats du radar. Comptage manuel contre super machine. Qui des ornithologues ou de la fédération de chasse sera le plus crédible auprès de l'État? Dans cette guerre d'influence, les chasseurs ont pris une bonne longueur d'avance. Alors on se retrouve ici dans la maison d'Érol, une maison bien connue des Parisiens, même si elle rayonne à travers le monde pour son caractère scientifique et même pédagogique. Vous le voyez, on est autour d'une centaine d'animaux empaillés, mais il ne faut pas dire empaillés, il faut dire naturalisés. Et le terme technique, c'est même la taxidermie, l'art de rendre vivants des animaux morts. Et regardez, c'est vrai que certains d'entre eux ont même un petit sourire en coin. Bonjour Jean-Pierre Digard, merci d'être avec nous. Vous savez que tous ces animaux sont morts de leur belle mort. Aucun d'eux n'a été chassé. Vous êtes pour ou contre la chasse? Je suis pour. Vous êtes pour? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut réguler la population animale? Parce que c'est un plaisir ancestral des humains. C'est uniquement une question de plaisir ou c'est une question de nécessité? Il y a les deux. Il y a une partie de plaisir et une partie de chasse responsable, évidemment, qui contribue à la régulation, qui devrait y contribuer beaucoup plus, d'ailleurs, parce que, comme vous savez, on a des problèmes avec les sangliers. Il y en a à peu près 4 millions en France. Les chasseurs n'en tuent que 700 000, si j'en crois les chiffres qui ont été diffusés officiellement. Donc les chasseurs devraient être encore plus actifs, notamment sur le problème des sangliers. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste des rapports entre l'humain et les animaux. Alors, vous avez vu nos 3 enquêtes de ce soir. Quelle est celle qui vous fait le plus réagir? Ces véganes, ces animalistes qui sont devenus des activistes et qui le revendiquent parce qu'ils considèrent que les animaux doivent être au même plan que les hommes. Vous êtes d'accord avec cette idée? Bien sûr que non. Pourquoi? C'est une idée absurde parce qu'on ne peut pas comparer l'homme et aucun des animaux, puisqu'il y a quand même plus de 5 millions d'années d'évolution séparée de la branche des hominidés, qui ont développé des capacités cérébrales, et il y a même une continuité biologique, bien entendu, entre les animaux et les humains, qui sont des animaux aussi, mais des animaux pas tout à fait comme les autres, du fait justement de cette évolution séparée et de ce saut cognitif qu'il y a entre les facultés du plus évolué des singes, des grands singes et les hommes. Vous allez plus loin, vous dites que l'animalisme est un anti-humanisme. Oui, c'est-à-dire parce que les véganiens, encore une fois, chargent l'homme de tous les maux de la Terre, alors que l'homme, bien sûr, a beaucoup nui à la biodiversité, notamment, on le sait, ne serait-ce que par sa progression démographique, mais il a aussi beaucoup protégé. Il a même créé de la biodiversité en créant des races animales à l'intérieur des espèces, 400 races de chiens, 200 races de chats, une trentaine de races de bovins, 20 races de chevaux et plus sans doute, etc., etc. Donc, c'est cette idée que l'homme doit intervenir et doit réguler la population animale, au fond. C'est ce que vous dites. De toute façon, l'homme a domestiqué des animaux depuis il a commencé il y a 12 millénaires. Bon. Donc l'idée animaliste de libération animale est une absurdité totale, car si on aime les animaux et si on les connaît, on ne peut même pas imaginer ce que ce serait de lâcher dans la nature, je ne sais pas combien de milliards d'animaux domestiques dont le sort est lié à celui des humains depuis plus de 10 millénaires. Alors, autre chose, on a vu au début de l'émission que de plus en plus de voix s'élèvent pour donner des droits
aux animaux, et vous vous dites, là aussi c'est une absurdité, si les animaux devaient avoir des droits, et il faudrait qu'ils aient des devoirs. Ah, bien sûr. Oui, mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi les animaux n'auraient pas des droits? Mais qu'est-ce que ça veut dire donner des droits aux animaux? Par exemple, des droits vous voyez, de quoi? vous voyez bien ces images qui sont certes diffusées par des activistes, mais enfin qui sont réelles, de ces animaux qui sont élevés dans des cages. Je pense aux poules, par exemple, qui ont un demi-centimètre carré pour vivre. Est-ce qu'on ne leur donnerait pas quand même le droit d'avoir un petit peu plus d'espace? Mais ça fait sens quand même de dire ça. Mais ça ne veut rien dire de donner des droits aux animaux. Ce qu'il faut imposer, c'est des devoirs. S'il faut imposer à l'homme des devoirs envers les animaux. Ça a du sens. Vous inversez le... Bien sûr, bien sûr. Selon vous, ça revient un petit peu au même. Donner des droits aux animaux... Non, pas tout à fait, parce que l'idée de droit sans devoir, je crois qu'elle ne tient pas la route. Et alors, donner des droits aux animaux, ce serait revenir comme au Moyen-Âge, où on faisait des procès d'animaux, parce qu'on considérait qu'ils avaient des droits et donc des devoirs. Bon. Mais globalement, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a quand même aujourd'hui des animaux qui sont maltraités? Oui. Et que la pression est trop forte aussi? Il y a des conditions d'élevage qui sont indéfendables. Bien, je vous remercie infiniment en tous les cas d'avoir accepté notre invitation, Jean-Pierre Digard. Au-delà des passions sur ce sujet, des débats qui, j'en suis sûr, passionnent beaucoup de gens, eh bien, on espère avoir donné à réfléchir sur cette question de la protection animale. Et la soirée continue sur France 2. Vous allez découvrir dans un instant un documentaire passionnant réalisé par une naturaliste américaine, Maria Dickman, qui a travaillé sur les pangolins en danger. Elle vous propose un documentaire qui suit tout de suite ce complément d'enquête. Elle est allée travailler en Namibie sur cette espèce aujourd'hui quasiment décimée. Je remercie Thomas Auro à la rédaction en chef de cette émission, Clément Castex et Samuel Humez à la rédaction en chef adjointe. Caroline Durand m'a aidé à élaborer et concevoir ces entretiens. Merci à Philippe Lallemand et toute son équipe. Il est le réalisateur, bien sûr, de cette émission. Jeudi prochain, on se retrouve pour une nouvelle émission et un nouveau complément d'enquête autour de la pression au travail, celle des études aussi, le prix de la réussite, tout un programme. Très belle fin de soirée sur France Télévisions. À bientôt.